On l'appelait le milliardaire sans héritier. Un homme craint dans les affaires, mais brisé dans l'intimité. Jusqu'au jour où une simple livreuse franchit la porte de son bureau et ralluma en lui une flamme qu'il croyait éteinte à jamais. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de me dire dans les commentaires d'où vous suivez cette histoire. La propriété Maxwell se dressait comme une forteresse de richesse, ses murs de verre scintillant sous le soleil matinal. Mais derrière ces portes d'acier, une tempête couvait entre une mère et son fils. Mathias, la voix de sa mère trancha le silence de la salle à manger en marbre. Elle reposa sa tasse de thé sur la table, la porcelaine s'entrechoquant contre la soucoupe. « Tu as 35 ans. 35 ans. Et qu'as-tu à montrer, à part ces affaires et contrats interminables? Pas de femme, pas d'enfant, pas de famille pour perpétuer ton nom. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Mathias leva les yeux de son petit déjeuner intact. Il était impeccablement vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, son expression calme, presque ennuyée, mais au fond de lui, les mots de sa mère le transperçaient comme des poignards. « Mère » commença-t-il, sa voix de baryton mesuré, « je te l'ai dit plusieurs fois. Le mariage n'est pas dans mes priorités pour le moment. Je me concentre sur la construction de l'empire que Père a laissé. N'est-ce pas suffisant ? » Suffisant, rétorqua-t-elle, se levant de sa chaise. Son peignoir flottait contre les carreaux polis tandis qu'elle faisait les 100 pas. « L'argent n'est pas tout, mon fils. Ne vois-tu pas la honte que tu fais peser sur moi, sur notre famille ? Les femmes de la haute société murmurent qu'il doit y avoir un problème avec toi. Aimes-tu entendre qu'on se moque de ton nom ? » Mathias serra la mâchoire. Il avait entendu les murmures, lui aussi. Au cocktail, au gala de charité, au dîner d'affaires, les regards, les questions, les remarques sournoises. Pourquoi est-il toujours célibataire ? Préfère-t-il les hommes ? Ou y a-t-il quelque chose de cassé ? Son silence ne faisait qu'attiser la colère de sa mère. Tu ne ramènes pas une seule femme à la maison, pas même une petite amie, Mathias. Penses-tu que la vie se résume à signer des contrats et à voler en jet privé ? Crois-tu que tes milliards réchaufferont ton lit la nuit ? Sa voix durcit, sa patience s'amenuisant. J'ai dit assez. Ma vie personnelle n'est pas à discuter. Mais elle n'avait pas fini. Elle se pencha, ses yeux brûlants d'un mélange de colère et de douleur. Sais-tu comment on m'appelle maintenant ? La mère du milliardaire eunuque. C'est ce qu'ils disent dans mon dos. Est-ce ce que tu veux pour moi ? Pour nous ? Que ce nom de famille meure avec toi. Mathias se figea. Ce mot, eunuque, le frappa plus durement que n'importe quelle insulte. Ses mains se crispèrent en poing sous la table. Si seulement elle savait la vérité. Si seulement elle comprenait le tourment qu'il portait, l'humiliation qu'il avait subie depuis sa jeunesse. Mais il ne pouvait pas lui dire. Pas maintenant. Pas jamais. Il se leva, dominant sa mère de sa hauteur. Mère, j'ai une réunion tôt ce matin. Nous continuerons cette conversation une autre fois. Tu ne me tourneras pas le dos, Mathias, cria-t-elle, sa voix résonnant contre les hauts plafonds. Tu te marieras, et si tu refuses, je te trouverai une femme moi-même. Il pivota brusquement, ses chaussures claquant sur le sol de marbre. Sans un mot de plus, il sortit à grands pas, la laissant tremblante de rage. Cette nuit-là, seul dans sa suite en pentouse, Mathias resta assis en silence, contemplant les lumières de la ville. Son esprit rejouait l'argument, les accusations de sa mère, le mot cruel qu'elle avait utilisé, eunuque. Il se versa un verre de whisky, mais même la brûlure de l'alcool ne pouvait noyer ses souvenirs. Tout avait commencé au lycée. Il se souvenait du vestiaire, des blagues entre garçons, des histoires murmurées de leur première fois. Mathias avait souri et fait semblant, mais au fond de lui, il savait qu'il était différent. Quand ses amis se vantaient d'avoir fait entrer des filles en cachette dans les dortoirs, il les enviait. Il avait essayé une fois, avec une fille qu'il aimait, mais rien ne s'était passé. Rien du tout. Son corps l'avait trahi. Il avait pensé que c'était juste les nerfs. Mais les années passèrent, et le problème persista. Les médecins firent des tests. Les spécialistes l'examinèrent. « Vous êtes en parfaite santé », disait-il, lui tendant des pilules qui ne fonctionnaient jamais. La désespérance le poussa dans les mains de charlatans. Un homme le convainquit de s'envoler pour l'Allemagne pour un traitement révolutionnaire. $50 000 plus tard, il revint chez lui,
toujours le même, brisé, humilié, sans espoir. Et puis, le pire, les prostituées. Mathias se souvenait de la première fois qu'il en avait payé une. Il pensait que peut-être le désir s'éveillerait face à une chair brute. Elle s'était déshabillée lentement, de manière séductrice, rampant sur lui avec une aisance exercée. Il n'avait rien ressenti. Elle avait murmuré, touché, même moqué. Toujours rien. Es-tu seulement un homme ? Avait-elle ricané, partant avec son argent. Il n'oublia jamais cette nuit, ni celles qui suivirent. Aucune femme ne l'avait jamais ému. Ses milliards pouvaient tout acheter, sauf la seule chose qui définissait sa virilité. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. C'était sa malédiction, sa honte, son secret inavoué. Et maintenant, sa mère menaçait de l'exposer davantage en imposant le mariage dans l'équation. Et si elle trouvait quelqu'un ? Et si elle l'envoyait dans ma vie ? Comment pourrais-je m'expliquer alors ? Comme si l'univers répondait à ses pensées, son téléphone vibra. C'était un message de sa mère, elle s'appelle Ella. Elle est raffinée, belle, et issue d'une bonne famille. Je veux que tu la rencontres demain. La poitrine de Mathias se serra. Il fixa l'écran, le souffle court. Il voulait rire, jeter le téléphone contre le mur, crier aux cieux. Mais tout ce qu'il fit, ce fut de se verser un autre verre de whisky. « Ella » murmura-t-il. Un autre test, une autre déception en attente. Il s'adossa, fermant les yeux, le poids de sa malédiction pesant sur lui. Il savait que demain apporterait un autre échec, un autre rappel de ce qui lui manquait. Pourtant, au fond de lui, une partie souhaitait, juste souhaitait, qu'un jour il trouve quelqu'un qui pourrait l'éveiller, quelqu'un qui pourrait toucher la partie de lui morte depuis longtemps. Mais ce soir-là, il n'avait que le silence, le whisky et la honte. La salle de réunion de Maxwell Holdings bourdonnait d'une anticipation discrète. Les cadres remuaient sur leurs sièges, ouvraient leurs ordinateurs portables, chuchotaient des ajustements de dernière minute. À la tête de la longue table en acajou poli, Mathias Maxwell était assis, exsudant l'autorité. « Mesdames et messieurs » commença-t-il, sa voix grave imposant le silence. « Aujourd'hui, nous finalisons le projet du front de mer de Lagos. Pas de retard, pas d'excuses. » Tous les yeux étaient rivés sur lui. Il était impitoyable en affaires, aiguisé comme une lame, le genre d'homme capable de démanteler un empire avec un seul contrat. Les chiffres défilaient de sa langue, les stratégies exposées avec précision. En 30 minutes, l'accord était scellé. Des applaudissements retentirent dans la salle. Mais même alors que ses cadres le félicitaient, son téléphone vibra avec insistance. Il baissa les yeux, sa mère, encore. Il appuya sur ignorer. Une minute plus tard, il sonna à nouveau. Il soupira lourdement, marmonnant sous son souffle. Elle ne lâchera pas. Répondant, il força sa voix à rester calme. Mère, je suis en réunion. Réunion, 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 rétorqua-t-elle à l'autre bout. Mathias, tu ne peux pas épouser des contrats. As-tu rencontré Ella ? Lui as-tu parlé ? Mère, s'il te plaît. S'il te plaît, Mathias. C'est une femme bien, pieuse, belle, d'une famille respectée. Que attends-tu encore ? Il pinça l'arête de son nez. Mère, je t'ai dit que je n'ai pas le temps. Pas le temps. Tu as le temps de construire des tours, mais pas de bâtir un foyer. Absurde. Tu la rencontreras aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Avant qu'il ne puisse argumenter, la ligne coupa. Il baissa lentement son téléphone, secouant la tête. Autour de la table, ses cadres échangèrent des regards gênés, feignant de ne pas remarquer. Mathias les congédia d'un geste. Ce sera tout pour aujourd'hui. Quand Mathias rentra chez lui ce soir-là, il fut accueilli par la vision inhabituelle du gardien de la grille se tenant droit, souriant trop. Ce fut son premier indice. À l'intérieur, ses soupçons se confirmèrent. Là, assise gracieusement dans le salon, se trouvait une femme dans une robe jaune fluide, sa queue de cheval lisse brillant sous la lumière du lustre. « Bonsoir », dit-elle chaleureusement, se levant. « Je suis Ella. » Les lèvres de Mathias se crispèrent. Il n'avait pas besoin de demander comment elle était entrée. L'empreinte de sa mère était partout. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il sèchement. « Ce n'est pas ainsi que les choses se font. » Ella sourit doucement,
imperturbable. Pardonnez-moi, monsieur, votre mère a insisté. Elle a dit que vous seriez difficile. Je ne suis pas difficile, marmonna Mathias. Je ne suis simplement pas intéressé. Mais Ella ne partit pas. Au lieu de cela, elle rit légèrement, presque joueusement. Ah, on dirait que vous avez peur de moi. Elle s'approcha, son parfum flottant. Mathias détourna les yeux, desserrant sa cravate. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai juste pas le temps pour cette comédie. Oh, taquina-t-elle, sont ton joueur mais audacieux, pas de temps pour une épouse. Pas de temps pour l'amour. Pas même un peu de plaisir. Avant qu'il ne puisse réagir, elle commença à fredonner doucement, balançant ses hanches dans une danse taquine. Ne voulez-vous pas au moins sourire, Mathias? Vous êtes trop raide, trop sérieux. La vie ne se résume pas à l'argent. Il se figea. Une fois de plus, rien. Aucune réaction, aucun frisson. La même vide qui le hantait depuis des années. Il serra les poings, la colère montant face à la trahison de son propre corps. Arrêtez, dit-il froidement. Ella s'arrêta, surprise. Vous ne ressentez vraiment rien, n'est-ce pas? Sa mâchoire se crispa. Il marcha vers son tiroir, sortit un chéquier, griffonna rapidement et arracha une page. Il la lui tendit. 11 millions de Nera. Prenez-le et partez. Dites à ma mère que nous nous sommes rencontrés. Et que ça n'a pas marché. Ses yeux s'écarquillèrent, mais elle masqua rapidement sa surprise par un sourire calme. 1 million, rit-elle, secouant la tête. Vous êtes vraiment un homme étrange, Mathias Maxwell. Prenant le chèque, elle fit une légère révérence et sortit, ne laissant que le faible cliquetis de ses talons contre le marbre. Mathias s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. L'humiliation brûlait à nouveau. Même une femme pieuse et belle ne pouvait l'émouvoir. Il se sentait condamné. À l'aube, Mathias s'habilla élégamment pour le travail, déterminé à se noyer à nouveau dans les affaires. Sa vie était plus facile lorsqu'il se perdait dans les chiffres, pas dans les émotions. À la mi-matinée, il était assis dans son bureau donnant sur l'horizon de Lagos, signant des documents et dictant des mémos. Puis on frappa à la porte. « Entrez », dit-il sans lever les yeux. La porte grinça, et une voix retentit. « Bonjour, monsieur. J'ai un colis pour vous. » Le son le frappa comme un éclair. Son stylo se figea au milieu d'une signature. Lentement, il leva les yeux. Là se tenait une jeune femme en veste de livraison verte, ses cheveux noirs soigneusement attachés, tenant un petit colis. Son badge indiquait « Priscilla ». Pour la première fois en des décennies, Mathias sentit son corps réagir de manière incontrôlable, indéniable. Son souffle se coupa, son cœur battait la chamade, et une chaleur le traversa. Sa malédiction secrète, brisée en un instant par la voix d'une livreuse. Priscilla s'agita maladroitement sous son regard. « Monsieur, votre colis. » La main de Mathias se porta instinctivement à son pantalon, essayant de se calmer, les yeux détournés dans la panique. Il se sentait à nouveau comme un adolescent, maladroit, exposé. Les yeux de Priscilla s'élargirent lorsqu'elle remarqua son inconfort. Elle étouffa un petit cri, baissant rapidement les yeux, ses joues rougissant. « Monsieur, voici le colis. Veuillez signer ici, » bégaya-t-elle. Il attrapa le stylo, griffonnant sa signature aussi vite que possible, ses mains tremblantes. « Merci, monsieur. » « Excusez-moi. » Avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle s'était tournée et était sortie, ses pas rapides, presque nerveux. « Attendez, » croassa-t-il, retrouvant enfin sa voix. Mais elle était partie. Il se précipita sur l'interphone. « Secrétaire, arrêtez cette femme. Ne la laissez pas partir. » Mais quand sa secrétaire se hâta de descendre, il était trop tard. Priscilla avait déjà quitté le bâtiment, montant sur sa moto de livraison, filant dans la circulation de Lagos. Mathias s'effondra dans son fauteuil, passant ses deux mains dans ses cheveux. Pour la première fois en des années, il s'était senti vivant. Vraiment vivant, et elle avait disparu avant même qu'il ne puisse lui demander son nom. Il appela immédiatement la compagnie de livraison. « Bonjour, ici Maxwell Holdings. J'ai besoin d'informations sur une de vos employées, une femme qui... » L'opératrice l'interrompit poliment. «
Je suis désolé, monsieur. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas divulguer les informations du personnel sauf en cas de plainte officielle ou de problème avec une livraison. Mathias frappa son poing contre le bureau. C'est ridicule. Monsieur, nous vous assurons que votre colis a été livré correctement. Y a-t-il une plainte? Non, marmonna-t-il, sa voix basse de frustration. Aucune plainte. Alors nous ne pouvons pas vous aider, monsieur. Merci de votre compréhension. La ligne coupa. Mathias s'adossa dans son fauteuil, fixant l'horizon sans le voir. Pendant des années, il avait prié pour un miracle, pour que son corps s'éveille. Et maintenant, parmi toutes les personnes possibles, c'était une livreuse, Priscilla. Sa voix résonnait encore dans ses oreilles. Sa présence persistait encore. Et pour la première fois, Mathias Maxwell, le milliardaire impitoyable, se retrouva agité, désespéré, et attendant désespérément une livraison qu'il n'avait jamais commandée. Mathias n'avait pas bien dormi depuis des jours. Son esprit rejouait sans cesse ce bref moment. Le son de sa voix, la façon dont son corps avait réagi, la manière dont elle s'était excusée timidement avant de disparaître. C'était de la folie. Pendant 35 ans, il avait vécu avec rien d'autre que la honte, le vide, et escroquerie après escroquerie. Pourtant, la voix d'une livreuse avait éveillé quelque chose qu'il pensait mort depuis longtemps. À son bureau, les yeux rivés sur l'écran lumineux de son MacBook, Mathias cherchait frénétiquement. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, rien. Il tapa « Priscilla livraison Lagos » dans Google, défilant sans fin. Aucun résultat. Sa barbe soignée frémissait de frustration alors qu'il frappait le bureau. Comment une fille peut-elle disparaître comme ça? Marmonna-t-il. Tout le monde poste tout en ligne, mais elle, rien. Absolument rien. Sa secrétaire, jetant un coup d'œil nerveux, dit « Monsieur, vous cherchez depuis ce matin. » Peut-être. Laissez-moi, aboya Mathias, puis il soupira, passant ses mains sur son visage. Désolé, laissez-moi. 2 jours plus tard, Mathias conduisit lui-même, ce qu'il faisait rarement, jusqu'au siège de la compagnie de livraison. Il entra avec son assurance habituelle, costume gris impeccablement coupé, yeux brûlants de détermination. Le personnel s'agita, mal à l'aise. Il n'était pas habitué à voir des milliardaires se présenter en personne. À la réception, il s'appuya sur le comptoir. « Je cherche une de vos employées. Elle s'appelle Priscilla. Elle m'a livré un colis récemment. » La réceptionniste cligna des yeux nerveusement. « Monsieur, je suis désolé. Nous ne pouvons pas divulguer les informations du personnel. Si votre colis a été livré, alors le travail est terminé. » Mathias, impatient. « Savez-vous qui je suis? Je pourrais acheter cette compagnie en 5 minutes. » Le manager arriva, s'inclinant légèrement par respect. « Monsieur, nous apprécions vraiment votre clientèle, mais comprenez, nous ne pouvons pas vous donner les détails personnels de notre personnel sans une plainte formelle. » La mâchoire de Mathias se crispa. Il sortit son chéquier avec un geste théâtral, griffonna un montant et le glissa sur le comptoir. « 10 millions. Dites-moi juste où la trouver. » Le manager le repoussa, la sueur perlant sur son front. « Monsieur, les règles sont les règles. » Mathias le fixa, incrédule. Pour la première fois de sa vie, l'argent n'ouvrait pas les portes. Il partit humilié, la frustration le dévorant. Des semaines passèrent. Chaque fois que l'interphone annonçait une livraison, son cœur s'emballait, pour retomber lorsqu'il s'agissait d'un homme. Sa secrétaire remarqua son état distrait, le voyant faire défiler son téléphone sous le bureau. « Monsieur, êtes-vous sur Tinder ?» taquina-t-elle. Mathias lui lança un regard glacial. « Sortez. » Mais au fond de lui, il riait amèrement de lui-même. Un milliardaire avec le monde à ses pieds, réduit à swiper des inconnus, espérant un miracle. Puis, un jeudi après-midi tranquille, l'impossible se produisit. Un léger coup à la porte du bureau. « Entrez », dit Mathias distraitement, les yeux sur son ordinateur. « Bon après-midi, monsieur. J'ai un colis pour vous. » Le stylo glissa de ses doigts, sa tête se redressa. Priscilla, veste verte, tresse noire. La même voix qui avait bouleversé son monde.
Son cœur tambourinait alors qu'il se levait précipitamment, trébuchant presque sur sa chaise. Vous, attendez. Ne bougez pas. Priscilla inclina la tête, amusée. Monsieur, c'est juste un colis. Où dois-je le poser? Il se précipita autour du bureau, bloquant son chemin. Ses mots trébuchaient. Je dois vous demander quelque chose. S'il vous plaît. Elle haussa un sourcil, visiblement amusée. Mathias prit une profonde inspiration, se stabilisant. Combien vous paie-t-il ici? Priscilla cligna des yeux. Pardon. Combien est votre salaire? Elle rit, secouant la tête. 300 000 Nera. Pourquoi? La voix de Mathias baissa, urgente mais ferme. Je vous paierai 1 million pour travailler pour moi. Comme femme de ménage. La bouche de Priscilla s'ouvrit. Puis elle éclata de rire, se tenant le ventre. Femme de ménage, 1 million? Êtes-vous sûr que vous n'êtes pas un ritualiste? Mathias passa une main dans ses cheveux courts, déconcerté. Non, j'aime vous regarder. Je vous ai cherché partout. S'il vous plaît, je suis sérieux. Elle croisa les bras, ses lèvres se retroussant en un sourire taquin. Cherchez partout. Un milliardaire comme vous courant après une livreuse. Cela gosse est vraiment chaud, Mathias. Désespéré. Ne vous moquez pas de moi. Je n'ai jamais. Il s'interrompit, ravalant sa honte. Ne prenez pas trop de temps pour décider. Priscilla inclina la tête, ses yeux pétillants de malice. Pourquoi agissez-vous comme si vous alliez mourir si je dis non? Vous transpirez, ô gars. Il rit nerveusement. Peut-être que je mourrai. Dites juste oui. Priscilla soupira, s'adoucissant enfin. D'accord, je vais y réfléchir. Mais d'abord, je dois rentrer, faire mes valises, et peut-être démissionner de ce travail. Mathias agita la main dramatiquement. Non, non, non. Ne démissionnez pas. J'appellerai votre compagnie moi-même. Je vous achèterai tout ce qu'il faut. Des vêtements, des chaussures, tout. Venez avec moi maintenant. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est exactement pourquoi j'ai dit que vous pourriez être un ritualiste. Quel homme jette de l'argent comme ça pour une femme de ménage? Pas question. Je vais d'abord appeler mes parents. Et partout où nous passerons, je leur enverrai ma localisation. Vous entendez? Sécurité d'abord. Mathias rit, un soulagement inondant son visage. D'accord. Appelez-les maintenant si vous voulez. Je peux même leur parler moi-même. Elle composa rapidement, parlant dans le téléphone. Maman, papa, je vais chez un homme riche. Il dit que je gagnerai 1 million comme femme de ménage. S'il arrive quelque chose, non, c'est Aleki. De l'autre côté, des cris étouffés de choc. Priscilla fit un clin d'œil à Mathias, comme pour le défier. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans sa Range Rover noire. Mathias était au volant, jetant des regards furtifs sur elle à chaque occasion. Elle s'adossa nonchalamment, faisant défiler son téléphone, envoyant occasionnellement sa localisation en direct à sa mère. Vous voyez, grand homme, taquina-t-elle, vous agissez comme si j'étais de l'or. 1 million pour balayer la maison. Êtes-vous sûr que vous allez bien? Mathias rit, secouant la tête. Je vais plus que bien maintenant. La voiture glissa à travers les rues brillamment éclairées de Lekki, le poids de leur étrange nouvel accord s'installant entre eux. Pour la première fois en des années, Mathias ressentit de l'espoir. Et pour la première fois de sa vie, Priscilla réalisa qu'elle était entrée dans une histoire plus grande qu'elle-même. L'air nocturne bourdonnait de mystères et de promesses tacites. La Mercedes noire glissa doucement dans la large allée du manoir de Mathias. Les portes se refermèrent derrière eux, et Priscilla, assise raide sur le siège passager, ne pouvait s'empêcher de fixer, les yeux écarquillés, l'étendue de la richesse qui se déployait devant elle. Le manoir s'élevait comme un palais, avec des murs de verre étincelants, des luminaires dorés illuminant l'allée, et un jardin manucuré qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Elle serra son téléphone fort, ses tresses s'agitant alors qu'elle tournait la tête à gauche et à droite, enregistrant chaque détail avec ses yeux. « Monsieur » murmura-t-elle, à moitié émerveillée, à moitié méfiante, « cet endroit est plus grand que 3 hôpitaux de mon village réunis. Êtes-vous sûr que je suis venue ici pour travailler comme femme de ménage?
Ou prévoyez-vous de m'utiliser pour un sacrifice? Mathias rit nerveusement, sa voix grave résonnant dans l'espace luxueux alors qu'il ouvrait sa portière. Priscilla, s'il vous plaît, ne recommencez pas. Je vous ai dit, je veux juste que vous soyez proche. À l'intérieur, le manoir était un monde de sol en marbre, de lustres scintillant comme des diamants, et de meubles si chers que même marcher sur le tapis accélérait le pouls de Priscilla. Mathias la conduisit à l'étage, désignant une grande chambre avec un lit king size moelleux recouvert de draps de soie. « Ce sera votre chambre », annonça-t-il. Priscilla haussa un sourcil, posa sa veste de livraison verte sur le lit et regarda autour d'elle. « Monsieur, êtes-vous sûr que ce n'est pas la suite des invités? Parce que moi, une simple livreuse dans une chambre pareille. » Elle tapota la lampe dorée sur la table de chevet et siffla. « Même la voiture de mon propriétaire ne vaut pas cette lampe. » Mathias sourit faiblement, mais à l'intérieur, il menait des batailles. Chaque fois qu'elle souriait ou le taquinait, il sentait sa poitrine se serrer et son corps réagir comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Il ajusta rapidement sa veste de costume gris et sortit son téléphone. « Attendez ici, » dit-il, s'écartant pour passer un appel. En quelques minutes, sa voix résonna dans la maison, douce mais autoritaire, alors qu'il parlait à son styliste personnel. « J'ai besoin d'une collection de vêtements livrés immédiatement pour une femme. Peau chocolat, environ 28 ans, grande, silhouette élancée, de belles tresses noires. Elle est ici avec moi maintenant. Oui, élégant, modeste, mais classe. Envoyez votre meilleur travail, s'il vous plaît. » Les yeux de Priscilla s'écarquillèrent en entendant les détails. Elle inclina la tête et sourit, marmonnant juste assez fort pour qu'il entende. « Donc, monsieur, vous me décrivez comme si j'étais un mannequin à la télévision. Ce boulot de femme de ménage à 1 million de Naira commence à sembler suspect. » Mathias se tourna, feignant d'être impassible, mais son cœur battait la chamade. « Je veux juste que vous ayez ce que vous méritez, » dit-il simplement. Bientôt, des boîtes remplies de robes de créateurs, de chaussures et d'accessoires arrivèrent, portées par le personnel qui les disposa soigneusement dans un immense dressing. Quand Priscilla ouvrit la première boîte et en sortit une robe de soie émeraude, elle resta bouche bée. Puis, plissant les yeux avec malice, elle dit « Monsieur, nous n'avons même pas commencé le travail de ménage. Je n'ai même pas lavé une cuillère, et vous me donnez une garde-robe qui pourrait nourrir toute une communauté. Êtes-vous sûr que vous n'avez pas une arrière-pensée? Ne me faites pas changer d'avis. » Mathias rit maladroitement, passant une main sur sa barbe. Pas d'arrière-pensée, considérez ça comme une avance. Priscilla s'appuya contre le dressing, croisant les bras, ses tresses effleurant ses joues alors qu'elle souriait avec malice. Une avance? Ah, Olga, la façon dont vous agissez, on dirait que mon sourire vous tue. Doucement, doucement. Vous feriez mieux de confesser avant que j'appelle ma mère. Son rire remplit la pièce, léger et taquin, tandis que Mathias luttait silencieusement contre la tempête en lui. Chaque courbe de ses lèvres, chaque éclat dans ses yeux envoyait des vagues d'électricité dans son dos. Il ne pouvait pas l'expliquer. Pendant des années, son corps l'avait trahi. Mais voici cette livreuse joueuse, à la langue acérée, qui avait bouleversé son monde. Alors qu'elle tournoyait au milieu de la pièce, tenant une autre robe neuve contre elle, elle sourit à nouveau. « Monsieur, j'espère que vous savez que je vais appeler mes parents ce soir pour signaler toutes ces choses suspectes que vous faites. Un salaire d'1 million, un grand manoir, des vêtements neufs. Ah, même les réalisateurs de Nollywood n'écrivent pas des scénarios pareils. » Mathias leva les 2 mains en signe de reddition, sa voix basse mais sincère. « Appelez-les. Dites-leur tout. Juste, ne partez pas. » Priscilla rit, secouant la tête alors qu'elle s'enfonçait dans un fauteuil luxueux, la robe émeraude toujours en main. « Cette offre d'emploi est la chose la plus drôle qui me soit jamais arrivée. Femme de ménage, vraiment? Voyons comment ce film va finir. » Avec son rire résonnant dans la grande chambre, tandis que Mathias se tenait à la porte, la regardant avec une désespérance silencieuse, sachant qu'il venait de lier son destin au sien d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres de verre du manoir, réchauffant les sols de marbre et soulignant l'éclat du luxe partout. Priscilla, encore en train d'essayer de comprendre qu'elle vivait désormais dans ce palais, avait attaché ses tresses en un chignon lâche et enroulé un foulard autour de sa tête comme une vraie femme de ménage. Elle remonta les manches de sa nouvelle robe en coton simple,
l'une des nombreuses tenues envoyées par le styliste de Mathias, et attrapa un balai. Devoir de ménage, jour 1, marmonna-t-elle avec une gravité exagérée, ses yeux balayant le salon impeccable. Voyons si je peux survivre ici sans casser une assiette qui coûte plus cher que la moto de mon père. Elle se pencha pour balayer, fredonnant un air sous son souffle, quand soudain une voix ferme retentit derrière elle. « Arrêtez !» Priscilla se figea en plein balayage, jetant un coup d'œil en arrière. Mathias se tenait au pied du grand escalier, vêtu aujourd'hui d'un costume bleu marine impeccablement coupé, sa mallette en cuir à la main. Ses yeux étaient fixés sur elle, son ton inflexible. « Monsieur » demanda-t-elle, inclinant la tête avec un sourire perplexe. « Vous ne voulez pas que je balaie? N'est-ce pas pour ça que vous m'avez payé? » « Quelqu'un vient régulièrement nettoyer ici, » répondit Mathias, descendant les marches. Sa voix était calme mais portait une finalité qui la fit s'arrêter. « Vous n'avez pas besoin de faire ça. » Priscilla cligna des yeux, serrant le balai plus fort. « Ah, attendez. Vous me dites que vous m'avez embauché avec un salaire d'1 million pour ne pas balayer? Olga, je vous en prie. Ne jouez pas avec moi. Alors pourquoi m'avez-vous amené ici? » Mathias ajusta ses boutons de manchette, évitant son regard. « Je vous le dirai quand le moment sera venu. » Priscilla plissa les yeux, une lueur de suspicion traversant son visage joueur. « Le moment sera venu, monsieur. J'espère que vous savez que c'est ainsi que commencent les films de Nollywood. Un homme riche amène une fille de village dans un manoir, refuse d'expliquer pourquoi, et puis boum, rituel. Est-ce que je joue dans un spécial Netflix dont je ne suis pas au courant? » Mathias rit faiblement, secouant la tête. « Vous regardez trop de films. » Elle le suivit alors qu'il se dirigeait vers la porte, son balai toujours en main. « Monsieur, ne regardez-vous pas trop de films, vous? Soyez honnête. Pourquoi suis-je ici si vous avez déjà des nettoyeurs? Vous voulez que je cuisine? D'accord. Vous voulez que je polisse votre siège de toilette en or? Pas de problème, mais ne me payez pas 1 million et ensuite m'empêchez de toucher quoi que ce soit. C'est suspect. » Mathias s'arrêta à la porte, jetant un coup d'œil en arrière avec cette expression indéchiffrable. « Faites-moi confiance, Priscilla, je vous expliquerai bientôt. Pour l'instant, mettez-vous à l'aise ici. » Elle laissa tomber le balai dramatiquement sur le sol et croisa les bras, le regardant sortir alors que son chauffeur ouvrait la portière. « À l'aise, dit-il. 1 million de Naira et des vêtements de luxe juste pour m'asseoir et respirer. H.M. Êtes-vous sûr que je ne ressemble pas à votre femme perdue de vue ou quelque chose comme ça? » Mathias ne répondit pas. Il se contenta d'un petit sourire et disparut dans la voiture, la laissant marmonner seule dans le grand manoir silencieux. Les jours passèrent selon le même schéma. Chaque matin, Mathias s'habillait de costume parfaitement taillé, prenait ses dossiers et partait au travail. Priscilla, laissée derrière, essayait de trouver un sens à son travail. Un jour, elle prit une serpillière. Arrêtez. Un autre jour, elle essaya d'épousseter les étagères. Arrêtez. Même lorsqu'elle tenta de laver juste 2 verres dans l'évier, Mathias la surprit et dit la même chose, son ton ferme mais étrangement doux. Au 3e jour, elle leva les mains de frustration. « Monsieur, vous me faites me sentir comme un fantôme dans cette maison. Si je ne peux ni balayer, ni passer la serpillière, ni épousseter, ni même laver une tasse, suis-je vraiment une femme de ménage, ou suis-je juste votre projet personnel ?» Mathias ne répondait qu'avec les mêmes mots cryptiques. « Je vous le dirai quand le moment sera venu. » Un soir, après que Mathias rentra du travail, épuisé mais toujours composé dans son costume 3 pièces gris, il trouva Priscilla assise en tailleur dans le salon, les bras croisés, son visage affichant une fausse colère. « Bonsoir », la salua-t-il doucement. « Bonsoir, monsieur ritualiste », répondit-elle sèchement, refusant de bouger. Mathias haussa un sourcil. « Ritualiste. Oui, parce que seul un ritualiste paie une femme 1 million de Naira pour s'asseoir dans un manoir et sourire. » Elle se leva et pointa un doigt sur lui, ses traits s'agitant. « J'en ai assez. Si vous ne me dites pas exactement pourquoi vous m'avez amené ici, je pars demain. Je fais mes valises, j'appelle mes parents, et je disparais avant que vous ne puissiez dire femme de ménage. » Mathias ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent.
Il voulait lui dire, mais la peur d'exposer son secret, la faiblesse qui le hantait depuis le lycée, lui serra la gorge. Priscilla posa ses mains sur ses hanches et lui lança un regard perçant. « Je suis sérieuse, monsieur. Plus de jeu. Le moment est venu. Vous parlez, ou je pars. » Sa voix résonna dans le salon au sol de marbre, laissant Mathias figé, sa mallette toujours à la main. Et pour la première fois, il réalisa que la livreuse-joueuse n'allait pas attendre tranquillement. Elle exigeait des réponses, et bientôt il n'aurait d'autre choix que de les lui donner. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres du manoir alors que Priscilla fourrait ses affaires dans son petit sac, ses doigts bougeant rapidement, mais avec une hésitation notable. Son expression mêlait frustration et résignation, ses tresses tombant sur son visage alors qu'elle marmonnait. 1 million de Nera pour m'asseoir dans un manoir et ne rien faire. Non, c'est trop. Je rentre chez moi. J'ai fini. Mathias entra dans la pièce en silence, l'observant un moment. Son visage habituellement composé était maintenant tendu, ses lèvres serrées, son costume gris légèrement froissé de la veille. « Priscilla, s'il vous plaît, pouvons-nous parler ?» Sa voix portait une urgence, presque une désespérance. Priscilla se tourna lentement, ses yeux plissés. « Parler ? Olga, vous n'avez pas dit un mot depuis le premier jour. Je pars. Je retourne chez mes parents, et rien ne m'arrêtera. » Elle ferma son sac avec détermination, se tenant droite, ses tresses rebondissant avec son mouvement. Mathias prit une profonde inspiration et s'approcha. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Elle s'arrêta, une lueur de suspicion traversant ses traits, mais s'assit à contre-cœur sur le fauteuil, son sac à ses pieds. Il s'assit en face d'elle, joignant ses mains, sa voix basse mais ferme. « Priscilla, le jour où vous êtes venue livrer mon colis au bureau, c'était la première fois en 20 ans que ma virilité a réagi. » Les yeux de Priscilla s'écarquillèrent, sa bouche légèrement ouverte. « Attendez, vous me dites. » « Continuez, » dit-elle lentement, se penchant en avant, la curiosité se mêlant au choc. « Je ne sais pas comment l'expliquer pleinement, » admit Mathias, frottant sa nuque. « Depuis le lycée, c'est un problème. J'étais émotif, naïf, amoureux d'une fille qui m'a quitté. J'avais 15 ans, le cœur brisé, dévasté, et depuis, rien. Personne n'a jamais fonctionné. J'ai dépensé des millions pour essayer de régler ça. Traitement, escroquerie, voyage à l'étranger, rien, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce que je vous voie. C'était différent. » Priscilla cligna des yeux rapidement, assimilant ce qu'elle venait d'entendre. « Donc, vous m'avez amené ici parce que votre virilité a réagi quand vous m'avez vu. » Sa voix tremblait d'incrédulité, ses mains serrant son sac. « Suis-je votre médicament ? Qu'est-ce que je suis censé être dans cette histoire ?» Mathias se pencha en avant, sa voix lourde d'émotion. « Non, ce n'est pas comme ça. Je n'essaie pas de vous utiliser. J'avais juste besoin de vous ici parce que j'ai tout essayé et rien n'a fonctionné. Mais vous êtes la première personne en 20 ans à me faire sentir normal, à me faire sentir humain. » Le choc de Priscilla se transforma lentement en une curiosité silencieuse, sa bouche légèrement ouverte, ses bras toujours croisés, mais moins rigides. « Je vous en supplie, » continua Mathias, sa voix presque brisée. « J'ai passé toutes ces années, des millions de Nera, des traitements, des médecins, des escroqueries, tout, et rien n'a fonctionné. Mais vous êtes différente. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais vous êtes différente. » Priscilla inclina la tête, l'observant attentivement. « Et vous me demandez de rester. Juste de rester ici. Pourquoi ? » Parce que j'ai besoin de vous, » dit-il, se levant et prenant ses mains dans les siennes. « Je vous demande, s'il vous plaît, ne partez pas. Je ne veux pas passer une autre journée sans vous voir, sans votre présence. » Ses yeux s'adoucirent, partagés entre la suspicion et la vulnérabilité sincère dans sa voix. Elle hocha lentement la tête, presque à contre-cœur, réalisant qu'il n'y avait pas de tromperie. Sa supplication était honnête, brute et désespérée. La voix de Mathias baissa à un murmure, intense et implorante. « Avez-vous un petit ami ?» Priscilla cligna des yeux, ses lèvres esquissant un demi-sourire. « Non, mais je ne suis pas ici pour être votre petit ami non plus, monsieur. Je ne veux pas être votre solution temporaire. » Mathias déglutit difficilement,
son visage s'affaissant légèrement. On dirait que vous m'utilisez parce que ma virilité ne tient pas. C'est ce que je ressens parfois. Priscilla rit doucement, ses tresses rebondissant, secouant la tête. Olga, pensez-vous vraiment que votre condition m'importe? J'ai vu des hommes riches, puissants, effrayants, et vous voici, confessant comme un enfant. Vous êtes drôle, vous savez. Mathias laissa échapper un rire tremblant, une larme menaçant dans son œil. Je n'essaie pas d'être drôle. Je suis sérieux. Je ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît, restez. Restez juste avec moi. Priscilla l'étudia longuement, le manoir autour d'eux scintillant de richesse et de silence. Elle savait que partir ne concernait pas seulement l'argent, mais aussi s'éloigner de quelque chose qu'elle ne comprenait pas pleinement, quelque chose de puissant, émotionnel et humain. Enfin, elle soupira, secouant la tête, mais souriant légèrement. D'accord, je reste pour l'instant. Mais n'attendez pas de moi que je comprenne tout immédiatement. Le visage de Mathias s'illumina, un mélange de soulagement et de gratitude l'envahissant. Il tendit la main, repoussant doucement une tresse derrière son oreille. Merci. Merci. Je promets de vous respecter. Je ne peux pas vous perdre maintenant. Priscilla découvrit aussi un côté de Mathias caché sous l'extérieur du milliardaire. Doux, tendre, vulnérable et infiniment dévoué. Il lui apportait ses collations préférées au bureau, laissait de petits mots dans son dressing, et trouvait toujours des moyens de la faire rire. À travers le rire, les taquineries, les moments partagés et les regards doux, une intimité profonde grandit entre eux, non pas seulement de passion, mais de confiance, d'admiration et de délices mutuelles. Et chaque fois qu'il la tenait près, même dans une simple étreinte ou un sourire partagé, Mathias ressentait une montée électrisante. La joie de trouver enfin quelqu'un qui remuait son cœur d'une manière qu'il n'avait jamais cru possible. À la fin du chapitre, ils étaient assis ensemble sur le balcon, les lumières de la ville scintillant en bas, Priscilla posant sa tête sur son épaule, et Mathias tenant sa main fermement. C'était calme, intime, et pourtant rempli de la promesse d'un amour qui venait de commencer, un amour qui le faisait se sentir vivant, jeune et pleinement humain à nouveau. Le soleil matinal se déversait à travers les grandes fenêtres alors que Mathias préparait discrètement un petit plateau avec le petit déjeuner préféré de Priscilla. Du jus fraîchement pressé, des croissants et un petit vase avec des roses roses. Il s'arrêta un moment, admirant son visage serein alors qu'elle entrait dans la cuisine, ses tresses scintillant sous le soleil, ses yeux s'écarquillant devant ce petit geste. « Vous avez fait tout ça pour moi ?» demanda Priscilla, mi-taquine, mi-touchée, sa voix chaude et mélodique. Mathias haussa les épaules, tentant la nonchalance, mais échouant complètement. « Je pensais juste que ça pourrait vous plaire. » Son ton était léger, mais ses yeux trahissaient l'intensité de ses sentiments. 20 ans de retenue émotionnelle, des décennies de désirs réprimés, tout se résumait à ceci, des moments passés à simplement la faire sourire. Priscilla gloussa, s'approchant pour inspecter les roses. « Vous agissez comme un adolescent amoureux. » « Peut-être que je le suis, » admit-il doucement, une légère rougeur colorant ses joues. « Je n'ai pas ressenti ça depuis longtemps, ou peut-être jamais. » Pendant un moment, ils restèrent silencieux. Le seul son était le léger cliquetis des assiettes et le faible bourdonnement de la climatisation du manoir. Mathias tendit la main instinctivement, repoussant une tresse égarée de son visage. Les yeux de Priscilla s'adoucirent, et elle se pencha dans son contact, ses lèvres esquissant un petit sourire. Les jours se transformèrent en semaines, et chaque moment entre eux approfondissait leur lien. Les trajets en voiture à travers Lagos devinrent leur évasion. Mathias conduisait lentement, la laissant choisir la musique, riant librement quand elle chantait faux sur ses chansons préférées. Ils partageaient des glaces au bord de l'eau, son rire résonnant dans l'air chaud du soir. Et pour la première fois depuis des années, Mathias riait aussi librement qu'un jeune homme amoureux, sa poitrine légère et son cœur plein. Chaque conversation, chaque regard, chaque effleurement de main devenait un moment de découverte. Mathias lui offrait de petites choses, un foulard dans sa couleur préférée, un livre qu'elle avait mentionné en passant, une petite boîte de chocolat. Mais chaque cadeau portait plus qu'une valeur matérielle. Il portait son cœur, soigneusement mis à nu. Priscilla le taquinait, ignorant parfois délibérément les cadeaux, mais ses sourires trahissaient la chaleur qu'elle ressentait. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière l'horizon,
Mathias et Priscilla se retrouvèrent assis sur le balcon donnant sur la ville. Il lui offrit une petite tasse de cacao, leurs doigts se frôlant accidentellement. Priscilla rit doucement. « Vous continuez à faire ça, dit-elle, les yeux pétillants, m'apporter des choses, toucher ma main. C'est dangereux, vous savez. » Mathias inclina la tête, un sourire timide et nerveux se répandant sur son visage. « Dangereux pour moi, peut-être. Je n'ai rien ressenti de tel depuis 20 ans. Vous rendez difficile de penser clairement. » Priscilla se pencha plus près, leur visage maintenant à quelques centimètres. « Je pense que vous avez attendu quelqu'un comme moi tout ce temps. » Ces mots furent une étincelle, et Mathias combla doucement la distance. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement, hésitant au début, savourant la douceur du moment. Le baiser s'approfondit lentement, tendre, plein de toutes les émotions inexprimées, des années de désir, de la vulnérabilité que Mathias avait portée si longtemps. Il enroula ses bras autour de sa taille instinctivement, sentant sa chaleur, son rire contre sa poitrine. Et à ce moment, le monde extérieur cessa d'exister. Se reculant légèrement, tous deux étaient essoufflés, leurs fronts se touchant. Les yeux de Priscilla scintillaient de malice et de chaleur, et Mathias, pour la première fois en des décennies, se permit de rire librement, un son profond et résonnant de pur bonheur. Dans les semaines qui suivirent, leur romance s'épanouit sans effort. Les matins étaient passés dans une compagnie silencieuse, les après-midi dans des aventures ludiques, et les soirées sous les étoiles, partageant des secrets et des rires. Mathias se surprenait à glousser comme un adolescent, marchant main dans la main avec Priscilla à travers les parcs, la taquinant sur ses habitudes idiotes et s'émerveillant de la simplicité du bonheur qu'il avait longtemps oublié. Le soleil matinal se déversait dans le manoir Maxwell alors que Mathias se tenait sur le balcon, regardant la gosse, ressentant une légèreté inhabituelle dans sa poitrine. Priscilla était restée malgré toutes les raisons qu'elle aurait pu avoir de partir, et il ne pouvait s'empêcher de ressentir une immense gratitude. « Priscilla, » murmura-t-il doucement, pensant à voix haute, « je sais que ça a dû sembler que je t'utilisais. Mais en vérité, je t'aime au-delà de tout, au-delà de ce que tu fais pour moi. Tu n'avais pas à rester, mais tu l'as fait, et je t'en suis éternellement reconnaissant. » Il passa une main dans ses cheveux, ajustant son costume gris. Aujourd'hui, il irait travailler comme d'habitude, mais quelque chose en lui bourdonnait d'anticipation. Pour la première fois en des années, il n'allait pas seulement travailler, il allait la voir. Le trajet jusqu'à Maxwell Holdings fut sans incident, mais l'esprit de Mathias était occupé à rejouer les doux sourires de Priscilla, ses taquineries, ses regards joueurs, la façon dont elle l'avait fait se sentir à nouveau vivant. Au bureau, il plongea dans les réunions et les accords, signant des contrats, négociant avec des partenaires, mais son cœur revenait sans cesse à Priscilla. La pensée d'elle l'attendant, la curiosité de voir sa réaction, le faisait travailler plus vite, rire doucement à de petites blagues, et même sourire dans des moments privés à son bureau. À midi, il ne pouvait plus attendre. Il prit son téléphone, composant son numéro. « Priscilla, aimerais-tu me rejoindre pour déjeuner ?» demanda-t-il, essayant de sembler décontracté, mais échouant totalement. « Déjeuner avec vous ?» dit-elle, sa voix chantante d'excitation. « J'aimerais beaucoup. » Quand Priscilla arriva à Maxwell Holdings, elle était à couper le souffle. Sa peau chocolatée brillait, ses tresses noires soigneusement coiffées, vêtue d'une robe élégante et ajustée assortie de talons, sa posture confiante mais gracieuse. Chaque pas qu'elle faisait rayonnait de charme et de sophistication. La livreuse autrefois humble exsudait désormais l'élégance, la beauté et l'assurance. La réceptionniste, une femme élégamment vêtue, cligna des yeux de surprise. « Êtes-vous Priscilla ? La livreuse qui apportait des colis ici il y a quelques mois ?» Priscilla sourit doucement. « Oui, c'est moi. Mais maintenant, je suis ici pour voir monsieur Mathias Maxwell. » Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent. « Votre petit ami ?» demanda-t-elle, incrédule. Priscilla hocha la tête, son sourire joueur mais sincère. « Oui, je suis sa petite amie. » La réceptionniste appela rapidement le bureau de Mathias, essayant de contenir son excitation. « Monsieur, votre petit ami est arrivé. » Mathias leva les yeux de son bureau, son cœur manquant un battement. « Laissez-la entrer, s'il vous plaît, » dit-il doucement. Priscilla entra dans le bureau, une vision de grâce, ses yeux s'illuminant en croisant les siens. Elle lui offrit un sourire doux,
et Mathias sentit sa poitrine se serrer de cette manière familière, longtemps réprimée. « Vous êtes incroyable, » murmura-t-il, incapable de cacher son admiration. « Merci, » dit-elle doucement, légèrement taquine. « Vous êtes sûr de ne pas avoir engagé un styliste pour moi ? » « Rien de tel, » répondit-il, une légère rougeur colorant ses joues. « Vous l'avez toujours eu en vous. » Ils passèrent quelques minutes à discuter dans le bureau, sirotant de l'eau apportée par la secrétaire, échangeant des rires et des taquineries légères. Mathias observait chaque expression d'elle, notant les petites choses. La façon dont ses yeux scintillaient quand elle riait, la courbe de ses lèvres amusées, l'élégance subtile dans sa manière de bouger. Bientôt, il proposa le déjeuner. « Allons-y » demanda-t-il, tenant la porte ouverte pour elle. Priscilla hocha la tête, son sourire rayonnant, et ils marchèrent ensemble à travers le hall, sous les regards curieux du personnel qui n'avait jamais imaginé Mathias avec quelqu'un à ses côtés. Pour Mathias, chaque pas avec elle semblait marcher sur des nuages. Il ne s'était jamais senti aussi vivant, aussi amoureux, aussi connecté. Au restaurant, ils s'assirent l'un en face de l'autre, parlant sans effort, leur conversation fluide de rire, de taquinerie et de moments d'intimité silencieuse. Mathias remarqua combien il était naturel d'être avec elle, comment sa présence rendait même les moments banals significatifs. Le rire de Priscilla devint une mélodie à ses oreilles, son charme un aimant doux. Et lorsque le déjeuner se termina, Mathias réalisa quelque chose de profond. Il ne pouvait plus imaginer un jour sans elle. Ils retournèrent au bureau côte à côte, et Mathias ressentit un contentement qu'il n'avait pas connu depuis des décennies. Pour la première fois de sa vie, il n'était pas juste un milliardaire perdu dans son travail. Il était un homme amoureux, reconnaissant et totalement captivé par la femme à ses côtés. L'après-midi, le soleil jetait une lueur chaude à travers le salon du manoir Maxwell, tombant doucement sur le canapé crème où Mathias et Priscilla se détendaient. Priscilla s'appuyait contre son épaule, ses tresses noires cascadant élégamment, un sourire doux sur son visage alors qu'ils partageaient des rires silencieux et des histoires chuchotées des dernières semaines. La main de Mathias reposait doucement sur la sienne, leurs doigts entrelacés, ses yeux scintillant d'affection et de tendresse, une douceur rare qu'elle seule avait éveillée en lui. Soudain, la grande porte d'entrée s'ouvrit, et Madame Maxwell entra, une femme nigériane grande et majestueuse dans la fin de la cinquantaine, impeccablement vêtue d'une tenue de créateur, sa posture attirant l'attention. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Mathias et Priscilla. « Mathias Maxwell » s'exclama-t-elle, son ton mêlant incrédulité et stupéfaction. « Parmi toutes les femmes élégantes, filles de politiciens, dames accomplies que nous t'avons envoyées, c'est cette fille que tu as choisie. » Priscilla se redressa instinctivement, inclinant la tête poliment, incertaine de la réponse à donner, tandis que Mathias se leva calmement, bien que son cœur battait nerveusement. « Maman, s'il te plaît, » dit-il doucement, sa main reposant légèrement sur l'épaule de Priscilla. « Ne lui parle pas comme ça. » Madame Maxwell croisa les bras, ses yeux se plissant légèrement, l'incrédulité évidente sur son visage. « J'ai dû venir voir par moi-même. Je pensais que c'était une sorte de blague. Tu as refusé toutes les femmes que nous avons sélectionnées pour toi, et tu as choisi une livreuse. » Les lèvres de Priscilla se pressèrent, une légère rougeur colorant ses joues, mais elle resta composée, sentant le regard protecteur de Mathias sur elle. « Maman, » dit Mathias, s'approchant et la prenant doucement à part, baissant la voix. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ma virilité n'a pas fonctionné. Pas depuis 20 ans. Pas pour qui que ce soit, absolument personne. » Il s'arrêta, déglutissant alors que ses yeux rencontraient les siens. Pas pour les femmes élégantes, les filles de politiciens, les dames riches, rien. J'ai souffert en silence. J'ai dépensé des millions pour essayer de régler ça, je suis allé à l'étranger pour des traitements, j'ai été escroqué d'innombrables fois. Et puis j'ai rencontré Priscilla. Les sourcils de Madame Maxwell se froncèrent, un mélange de confusion et d'inquiétude croissante traversant son visage. Le moment où je l'ai vu livrer ce colis, quelque chose en moi a réagi pour la première fois en 20 ans, continua Mathias, sa voix basse mais ferme. Elle a ramené la vie dans quelque chose dont j'avais perdu tout espoir. Elle ne le savait pas. Elle n'en avait pas l'intention. Mais elle m'a sauvée. Si ce n'était pas pour elle, il n'y aurait aucun espoir pour moi. Maman, pour une fois, je veux que tu comprennes. Tu devrais être reconnaissante que cette fille soit entrée dans ma vie.
Pendant un long moment, Madame Maxwell resta silencieuse, le poids de ses mots s'installant lourdement dans la pièce. Ses mains se relâchèrent à ses côtés, et les lignes sévères de son visage s'adoucirent. Elle regarda Priscilla, vraiment, la femme douce, composée et bienveillante qui avait inconsciemment changé la vie de son fils. Les larmes montèrent aux yeux de Madame Maxwell alors qu'elle s'avançait, tendant la main vers Priscilla. « Ma fille, » dit-elle doucement, sa voix épaisse d'émotion. « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas que vous aviez été si gentille avec mon fils. Merci, sincèrement, du fond du cœur, d'être entrée dans sa vie et de l'avoir aidé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. » Les yeux de Priscilla scintillèrent, un sourire chaleureux se répandant sur son visage alors qu'elle serrait les mains de Madame Maxwell. « C'est un honneur, madame, » dit-elle doucement. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je voulais juste aider. » Mathias observa l'échange, un profond sentiment de soulagement et d'amour l'envahissant. Il retourna vers Priscilla, glissant un bras autour de ses épaules, la tirant près de lui. « Tu vois, » murmura-t-il, sa voix douce et reconnaissante, « même ma mère comprend maintenant, et c'est tout grâce à toi. » La pièce semblait respirer une nouvelle harmonie, la tension se dissipant en chaleur, rire et admiration silencieuse. Mathias tenait la main de Priscilla, regardant dans ses yeux, se sentant plus complet qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Ce n'était pas juste de la gratitude. C'était de l'amour, brut et inébranlable. Et alors que Madame Maxwell leur souriait doucement, acceptant ce lien inattendu mais sincère, Mathias réalisa que pour la première fois de sa vie, il avait trouvé non seulement quelqu'un qui le faisait se sentir vivant, mais quelqu'un qui resterait au centre de son cœur pour toujours. Le soleil matinal baignait la gosse d'une lueur dorée alors que le manoir Maxwell bourdonnait d'excitation. Pour la première fois, la maison était vivante de rires, d'arrangements floraux et du bourdonnement de la célébration. Mathias Maxwell faisait les 100 pas légèrement dans son smoking gris sur mesure, ajustant ses boutons de manchette nerveusement. Mais ce n'était pas son anxiété habituelle à propos des affaires ou des négociations. C'était une nervosité du cœur. Aujourd'hui, il épousait Priscilla, la femme qui avait ramené la vie, l'espoir et l'amour dans son monde. Priscilla entra dans la grande salle d'habillage, sa robe de mariée une vision d'élégance et de sophistication. Le tissu épousait gracieusement sa silhouette élancée, le long voile cascadant derrière elle, reflétant la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais de l'émotion écrasante de savoir que son histoire d'amour avait fleuri d'une rencontre fortuite de livraison jusqu'à cet instant précis. Elle se regarda dans le miroir, prit une profonde inspiration et murmura doucement. « Nous sommes allés si loin, et ça semble parfait. » À l'extérieur, le manoir était orné de fleurs d'ivoire et de roses, des accents dorés scintillant sous le soleil. Les amis, la famille et les invités prestigieux de la société de la gosse se rassemblèrent, leurs yeux remplis de curiosité, d'admiration et d'excitation. Les parents de Mathias Maxwell, M et Madame Maxwell, se tenaient fiers. Les yeux de sa mère étaient humides de larmes de joie et de fierté. Elle murmura à son mari, « Notre fils, enfin heureux. » La cérémonie elle-même était à couper le souffle. Priscilla descendit l'allée au bras de son père, chaque pas élégant et posé. Mathias Maxwell attendait à l'autel, ses yeux fixés sur les siens, son cœur battant à un rythme qu'il n'avait pas ressenti depuis 20 ans. Quand leurs mains se rencontrèrent enfin, une électricité semblait parcourir l'air, un reflet parfait de la première fois qu'il s'était senti vivant en sa présence. Les vœux furent échangés, doux mais pleins de passion et d'honnêteté. Mathias Maxwell parla le premier, sa voix stable mais émue. « Priscilla, dès l'instant où tu es entrée dans ma vie, tout a changé. Tu as apporté de l'espoir là où je n'en avais aucun, de l'amour là où je pensais ne jamais pouvoir ressentir, et une joie au-delà de toute mesure. Aujourd'hui, je promets de t'aimer, de te chérir et de t'honorer pour le reste de nos vies. » Les yeux de Priscilla scintillaient alors qu'elle répondait. « Mathias Maxwell, tu m'as montré que l'amour peut venir quand on s'y attend le moins. Je promets de rester à tes côtés, de t'aimer férocement, et de partager chaque moment, joyeux ou difficile, pour toujours. » L'officiant les prononça mari et femme, et la foule éclata en applaudissements. Mathias Maxwell souleva doucement Priscilla, la faisant tournoyer alors qu'ils riaient, leur joie contagieuse. Les amis et la famille acclamèrent, lançant des pétales alors que le couple descendait l'allée ensemble, nouvellement unis. Avant la réception de mariage,
une présentation formelle eut lieu chez les parents de Priscilla. Matthias Maxwell, impeccablement vêtu, arriva avec un bouquet de lys blanc. La rencontre fut chaleureuse, remplie de rires, d'histoires et de respect mutuel. Les parents de Priscilla accueillirent Matthias Maxwell à cœur ouvert, voyant l'amour sincère entre lui et leur fille. Ce fut un moment d'unité et de célébration pour les deux familles, unissant les origines et les vies en parfaite harmonie. La réception ce soir-là fut rien moins que spectaculaire. La salle de bal scintillait de lustres dorés et de cristal. Les invités dansaient, riaient et se régalaient d'un menu exquis. Matthias Maxwell et Priscilla partagèrent leur première danse, perdus dans les yeux l'un de l'autre, se mouvant gracieusement comme si le monde avait cessé d'exister. Chaque contact, chaque regard, chaque mot chuchoté portait une vie d'émotion. Des années plus tard, le manoir Maxwell résonnait des rires de deux petits garçons pleins d'énergie. Matthias Maxwell, maintenant père, tenait le plus jeune dans ses bras, ses yeux doux et pleins d'amour. Priscilla, radieuse dans son éclat maternel, berçait l'autre, son sourire lumineux et plein de bonheur. « Regarde-les » murmura Matthias Maxwell, effleurant un doux baiser sur la tempe de Priscilla. « Nos petits miracles. » Priscilla rit doucement, se penchant contre lui. « Tout ça grâce à toi. Grâce à nous. Je n'avais jamais imaginé cette vie, cette joie. » Madame Maxwell se tenait à proximité, les larmes de fierté dans les yeux, tapotant doucement l'épaule de Matthias Maxwell. « Tu as trouvé un bonheur au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Merci, Priscilla, d'avoir donné à notre fils une vie remplie d'amour. » Matthias Maxwell baisa la main de Priscilla, la gratitude et l'amour rayonnant de lui. Leur voyage, des rencontres fortuites, des défis et des secrets à l'amour, la famille et l'accomplissement, avait enfin atteint sa plus belle conclusion. Le manoir, la famille et leur foyer résonnaient de rire et de chaleur, le témoignage ultime du pouvoir de l'amour, de la patience et du destin. Ensemble, Matthias Maxwell et Priscilla avaient créé une vie pleine d'amour, de rire et d'héritage, une vie qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer, mais qu'ils chérissaient désormais plus que tout. Fin. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. Il la battait nuit après nuit, mais lorsqu'elle a disparu, son secret le plus sombre a été exposé. Le milliardaire de la tech se réveilla en s'attendant à son habituel petit déjeuner d'excuses, mais il ne trouva que des gouttes de sang menant à un garage vide. Sa femme, mariée depuis 8 ans, avait disparu sans un mot, laissant derrière elle son alliance et une tache écarlate sur le sol de marbre. Ce qu'il ignorait, c'était que la femme qui l'avait terrorisé pendant des années avait planifié la vengeance parfaite, et qu'elle avait déjà 3 coups d'avance. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque le chasseur devient la proie? Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une situation où quelqu'un avait tout pouvoir sur vous? Avez-vous vu quelqu'un s'en tirer avec des actes terribles grâce à son argent et son influence? Voici l'histoire d'un homme qui pensait que sa richesse le rendait intouchable et d'une femme qui lui a prouvé qu'il avait tort, de manière dévastatrice. Mais lequel d'entre eux survivra à ce qui vient ensuite? Abonnez-vous, car cette histoire de vengeance vous fera remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la justice. Permettez-moi de vous ramener au début de cette partie d'échecs mortels. Elle lui servait du café dans une cuisine à 50 000 $, dissimulant ses bleus sous des manches de créateur, perfectionnant le sourire qui était devenu son uniforme de prison. Le manoir de Palo Alto brillait comme la couverture d'un magazine de tech. Des surfaces en verre, en acier et en marbre reflétaient tout, mais ne révélaient jamais les cris qui résonnaient derrière des murs insonorisés. Keisha Wellington accomplissait sa routine matinale avec la précision de quelqu'un qui connaissait le prix des erreurs. La vapeur s'élevait des grains de café colombiens importés de Marcus, tandis qu'elle calculait combien de pas il fallait pour atteindre la pièce sécurisée. 43 depuis l'îlot de cuisine. Elle les avait comptés la veille, après qu'il l'avait plaqué contre le réfrigérateur pour avoir acheté la mauvaise marque de crème. Ton café, chérie. Le mot avait un goût de poison, mais elle le prononça avec une douceur mielleuse. Marcus ne leva pas les yeux de sa tablette, déjà plongé dans la prise de contrôle hostile qui définirait sa semaine. Sa mâchoire se crispa en lisant, et le corps de Keisha se tendit instinctivement. Elle reconnaissait cette expression. Quelqu'un allait payer pour sa frustration, et elle était la seule cible à portée de main. L'affaire Henderson est tombée à l'eau, marmonna-t-il, ses doigts se resserrant autour de son téléphone.
3 mois de travail fichu en l'air parce que des membres du conseil d'administration au cœur sensible ont eu les jetons. Kesha garda un visage neutre tandis que son esprit s'emballait. L'acquisition d'Henderson était le bébé de Marcus, une entreprise de biotechnologie avec des recherches prometteuses sur le cancer. Perdre cette affaire signifiait des milliards envolés, un orgueil blessé, et pour elle, une nuit à marcher sur des éclats de verre. Elle se dirigea vers l'îlot de cuisine, mais sa main fusa plus vite que ses réflexes. Sa prise sur son poignet était désinvolte, presque distraite, mais la pression faisait craquer ses os. « Où crois-tu aller ?» Sa voix portait cette douceur trompeuse qui lui donnait des frissons. « Je ne t'ai pas encore congédié. Je pensais que tu voudrais de l'intimité pour tes appels. Je te veux exactement là où je t'ai placé. » Son pouce pressa l'endroit sensible où il l'avait saisi 2 nuits auparavant. « Tu comprends ça, n'est-ce pas, bébé ?» Le petit nom sonnait obscène dans sa bouche. Elle hocha la tête, la gorge serrée. Sa main libre traça le décolleté de son chemisier en soie, ses doigts s'attardant sur le maquillage qui cachait des marques de doigts. « Tu sais ce que j'aime chez toi, Kesha ? Tu apprends si vite. » Pas de réplique, pas de larmes, pas de sortie dramatique, juste une obéissance parfaite. Il la tira plus près, la forçant à chevaucher sa chaise. Cette position lui donnait la chair de poule, mais résister signifiait une escalade. Et l'escalade signifiait des visites à l'hôpital qu'elle ne pouvait expliquer. « Embrasse-moi comme si tu le pensais vraiment », ordonna-t-il, le téléphone toujours dans une main pendant que l'autre contrôlait ses mouvements. Elle se pencha et pressa ses lèvres contre les siennes, mettant chaque once de haine dans une performance de désir. Il répondit avec l'agressivité possessive qui marquait tous ses moments intimes, prenant plutôt que partageant, revendiquant plutôt qu'aimant. Quand il la relâcha enfin, ses lèvres semblaient meurtries et son âme plus petite. « Beaucoup mieux, » dit-il en retournant à sa tablette comme si de rien n'était. « J'ai une réunion du conseil dans 20 minutes. Assure-toi que mon Armani gris est prêt. Et appelle le service de voiture. » Bien sûr. Elle recula lentement, ne se retournant qu'en atteignant la porte de la cuisine. « Oh, et Kesha !» Sa voix l'arrêta net. « Annule le déjeuner avec ta sœur aujourd'hui. J'ai besoin que tu sois disponible au cas où cette situation Henderson nécessite plus d'attention. » Son cœur se serra. Elle n'avait pas parlé à Kendra depuis 3 semaines, et leurs appels mensuels étaient la seule chose qui la gardait saine d'esprit. Mais discuter coûterait plus cher que l'obéissance. « Je l'appelle maintenant. Bonne fille. » Alors que Marcus partait pour sa réunion, Kesha attendit que sa Tesla sorte de l'allée circulaire avant de se diriger vers le placard de leur chambre. Derrière le porte-chaussures, au-delà des rangées de robes de créateurs qu'elle n'avait jamais choisies elle-même, se trouvait un petit coffre-fort qu'il ignorait. À l'intérieur, un téléphone jetable, des clés USB remplies de vidéos de surveillance, et une photo qui changerait tout. Elle sortit la photo. Marcus avec du sang sur les phalanges, sa forme inconsciente affalée sur le sol derrière lui. Il avait été si fier de son œuvre cette nuit-là, si confiant dans son contrôle, qu'il avait même posé pour la caméra de surveillance comme un chasseur de trophées tordus. Il n'avait aucune idée qu'elle avait installé des caméras supplémentaires dans toute la maison. Des caméras qui capturaient tout, chaque gifle, chaque menace, chaque moment de violence qu'il pensait que personne ne verrait jamais. Aujourd'hui, elle enverrait cette photo à quelqu'un qui pourrait l'utiliser. Quelqu'un qui attendait une preuve que Marcus Wellington n'était pas le génie humanitaire de la tech que le monde croyait. Ses mains tremblaient alors qu'elle tapait le message sur son téléphone jetable. 3 mots qui déclencheraient une guerre. « C'est l'heure, Kendra. Avez-vous déjà dû sourire à travers la douleur pour survivre ? Dites-le-moi dans les commentaires, que feriez-vous à sa place ?» Alors que Marcus partait pour sa réunion du conseil ce matin-là, Kesha ouvrit le coffre-fort caché dans leur placard. Aujourd'hui, elle prendrait la photo qui changerait tout. L'accord de fusion qui devait lui rapporter des milliards devint la rage qui faillit faire d'elle une statistique. Marcus traversa la porte d'entrée à 23h47 comme un ouragan de catégorie 5, vêtu d'un costume à $3000 et portant une rancune de 300 millions. L'affaire Henderson n'avait pas seulement échoué. Elle avait été assassinée par ses propres membres du conseil, des exécutifs qu'il avait choisis, qui avaient soudainement trouvé du courage quand cela comptait le plus. Kesha entendit sa Tesla dans l'allée et sentit son corps se préparer à la guerre. Elle avait passé la soirée dans le bureau, à rechercher des avocats et des refuges sur son téléphone jetable,
mais aucune de ces préparations ne pouvait la protéger de ce qui allait suivre. Kesha, sa voix brisa le silence du manoir comme du verre qui se casse. Elle apparut en haut de l'escalier, les mains fermes malgré le tremblement dans sa poitrine. « Je suis là. Descends tout de suite. » Chaque pas vers le bas semblait un compte à rebours vers l'exécution. Marcus faisait les 100 pas dans le vestibule comme un prédateur en cage. Ses cheveux parfaits en désordre, sa confiance à $1 million fissurée et saignante. « Sais-tu ce que ton mari fait pour vivre, bébé ?» Son ton était conversationnel, ce qui le rendait infiniment plus dangereux. « Je construis des empires. Je transforme des idées en or et l'or en pouvoir. Aujourd'hui, un groupe d'imbéciles faibles d'esprit a décidé qu'ils en savaient plus que moi sur la gestion des risques. » Kesha resta silencieuse. Parler serait comme jeter de l'essence sur un feu de forêt. 300 millions envolés parce que les actionnaires se sont inquiétés des implications éthiques et des préoccupations de relations publiques. Il rit amèrement. L'éthique ne rapporte pas de dividendes. L'éthique ne révolutionne pas la médecine. L'éthique est pour les gens qui manquent de vision pour changer le monde. Il s'approcha d'elle avec une grâce prédatrice. Mais tu ne comprendrais pas ça, n'est-ce pas? Tu n'as jamais rien construit, jamais rien créé de valeur. Tu es juste décorative. La gifle arriva sans avertissement, faisant tourner sa tête sur le côté et remplissant sa bouche d'un goût de cuivre. Mais la douleur était un territoire familier. L'humiliation était son pain quotidien. Ce qui était nouveau, c'était le froid qui s'installait dans sa poitrine. Pas de la peur, mais du calcul. « Je t'ai tout donné », continua-t-il, tournant autour d'elle comme un requin sentant le sang. Cette maison, ces vêtements, un style de vie dont la plupart des femmes tueraient pour avoir. Et qu'est-ce que je reçois en retour? Une épouse qui tressaille quand je la touche, qui agit comme si mon affection était une sorte d'agression. Un autre coup, cette fois aux côtes, la pliant en deux. Tiens-toi droite quand je te parle. Elle se redressa, la vision trouble, et le vit sortir son téléphone. Son cœur s'arrêta. Tu sais quoi? Je pense que tu as besoin d'un rappel de la chance que tu as ici. Ses doigts glissèrent sur l'écran avec une aisance pratiquée. Je vais appeler ta précieuse sœur, Kendra, et lui dire exactement quel genre de femme sa jumelle est devenue. Peut-être que je lui enverrai quelques photos de tes corrections comportementales. S'il te plaît. Le mot lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Oh, maintenant tu veux parler? Il lui saisit le menton, forçant le contact visuel. Trop tard, bébé. Tu as eu des années pour montrer de la gratitude, des années pour apprécier ce que j'ai construit pour nous. Il la poussa en arrière sur le sol de marbre, sa tête heurtant la pierre avec un bruit qui résonna dans le vestibule. Des étoiles explosèrent derrière ses yeux alors qu'il s'agenouillait à côté d'elle. « Voici ce qui va se passer, » murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. « Tu vas apprendre à apprécier ta place dans cette maison à partir de ce soir. » Ses mains agirent avec une efficacité brutale, déchirant ses vêtements pendant qu'elle luttait pour rester consciente. Ce n'était pas une question de désir. C'était une question de domination, de réaffirmer le contrôle quand son monde professionnel le faisait se sentir impuissant. « S'il te plaît, Marcus, arrête. Tais-toi. Tu as perdu le droit de dire s'il te plaît et arrête il y a 300 millions de dollars. » L'agression qui suivit brisa quelque chose en elle qui n'avait rien à voir avec les os ou les bleus. Cela détruisit la dernière illusion que l'amour pouvait survivre là où le respect était mort. Que le mariage pouvait exister là où le partenariat n'était qu'un autre mot pour possession. Quand il eut fini, il se tint au-dessus de sa forme brisée avec la satisfaction de quelqu'un qui avait réussi à rétablir l'ordre naturel. « Nettoie-toi, dit-il en ajustant sa chemise déchirée. Et demain, tu souriras au petit déjeuner comme si rien de tout cela n'était arrivé. Parce que si tu ne le fais pas, si tu envisages même de parler de nos affaires privées à qui que ce soit, je détruirai toutes les personnes qui te sont chères. Le cabinet d'avocat de ta sœur à Houston, fini. L'assurance médicale de ta mère à Atlanta, annulée. Ce petit fonds de bourse dont tu penses que je ne suis pas au courant? Dissous. » Il se dirigea vers les escaliers, puis s'arrêta. « Oh, et Kesha. La prochaine fois que je rentrerai avec de mauvaises nouvelles, peut-être que tu m'accueilleras avec enthousiasme au lieu de ce regard de martyr que tu as perfectionné. Le mariage est censé être un partenariat, après tout. » Seul sur le marbre froid,
Kesha sentit sa conscience s'évanouir. Mais même alors que l'obscurité l'envahissait, sa main trouva le petit dispositif d'enregistrement qu'elle avait caché dans son soutien-gorge plus tôt ce soir-là. Le dispositif qui avait capturé chaque mot, chaque menace, chaque admission de la campagne systématique qu'il avait menée contre son identité. Alors que sa conscience s'éteignait, Kesha murmura 2 mots dans son dispositif d'enregistrement caché. Des mots qui détruiraient Marcus Wellington pour toujours. À quel moment la survie devient-elle plus importante que l'amour? Partagez vos pensées ci-dessous. Il s'attendait à des larmes et des excuses, mais ne trouva que le silence et le fantôme de sa propre brutalité. Marcus se réveilla à 6h15 du matin dans l'absence de l'arôme habituel de son café. La maison semblait différente, pas paisible, mais creuse, comme un monument construit sur des sables mouvants, sentant soudain le sol se dérober sous lui. Kesha, sa voix rebondit sur les murs vides. Pas de réponse depuis la cuisine, pas de son de routine matinale, juste le genre de silence qui rappelle aux hommes prospères ce qu'est la peur. Il trouva la chambre principale exactement comme il l'avait laissée. Le lit king size, intact, son côté froid et intouché. Le dressing révéla des vêtements manquants, des espaces dans la vitrine à bijoux comme un sourire aux dents arrachées. L'alliance reposait sur la table de nuit comme une accusation. La panique grimpa le long de sa colonne vertébrale alors qu'il traversait la maison. Sa voiture avait disparu du garage. Son téléphone, celui qu'il surveillait via des applications de suivi familial, gisait brisé sur le comptoir de la cuisine. Mais c'est le sang qui l'arrêta net. Des gouttes sombres menaient du vestibule où il l'avait laissé briser la veille au soir, à travers la cuisine jusqu'au garage. Pas assez pour indiquer une blessure grave, mais assez pour prouver qu'elle s'était déplacée de son propre chef après qu'il fût allé se coucher. Marcus sortit son téléphone et appela sa sœur. Kendra à l'appareil. Où est-elle? Pas de politesse, pas de façade de civilité. Désolé, qui est-ce? Ne joue pas avec moi, Kendra. Où est ta sœur? Une pause s'étira entre Houston et Palo Alto, remplie de la tension qui précède les déclarations de guerre. Marcus, c'est toi? Il est 6h du matin. Kesha est partie. Sa voiture, ses vêtements, tout. Vous êtes inséparables, alors je sais qu'elle t'a appelé. Elle ne m'a pas appelé. La voix de Kendra portait une confusion sincère. Que veux-tu dire par partie? Vous êtes-vous disputés? Quelque chose dans son ton fit hésiter Marcus. Soit Kendra était une actrice digne d'un Oscar, soit elle ignorait vraiment où Kesha avait disparu. Elle reviendra, dit-il, plus pour se convaincre que pour informer Kendra. Elle revient toujours. Marcus, qu'as-tu fait? La question frappa comme un coup physique. Je suis son mari. Je n'ai rien à faire. Ce n'est pas une réponse. Il mit fin à l'appel et passa les 3 heures suivantes à contacter tous les hôtels dans un rayon de 80 km. Pas de Kesha Wellington, pas d'activité de carte de crédit, pas d'empreinte numérique pour une femme qui avait vécu entièrement dans son écosystème financier pendant 8 ans. À 10 heures, sa panique s'était cristallisée en quelque chose de plus aiguisé. La rage. Comment osait-elle le quitter? Comment osait-elle abandonner tout ce qu'il avait construit pour eux? Tout ce qu'il lui avait donné? Il appela son assistante. Annule mes réunions du matin. J'ai besoin que tu traces les cartes de crédit et les comptes bancaires de Kesha. Monsieur, tout va bien? Fais-le, Jennifer, et récupère les images de surveillance de la maison pour les dernières 24 heures. Mais quand Jennifer rappela 1 heure plus tard, sa voix portait cette neutralité prudente qui précède de très mauvaises nouvelles. Monsieur Wellington, les cartes de crédit ont été annulées. Madame Wellington a fermé ses comptes hier après-midi. Et monsieur, quelqu'un a accédé à votre serveur privé hier soir. Ils ont téléchargé des fichiers de votre répertoire personnel. Le téléphone glissa de ses doigts engourdis. Elle ne l'avait pas seulement quitté, elle avait pris une assurance. Le manoir semblait un mausolée alors que Marcus passait de pièce en pièce, cherchant des indices sur la manière dont sa femme, parfaitement contrôlée, avait orchestré une disparition si complète. Dans le bureau, il trouva des documents financiers qu'il ne se souvenait pas d'avoir laissés sortis. Dans la chambre, il découvrit que son coffre-fort privé avait été ouvert et que certaines photos manquaient. Au soir, il comprit l'ampleur de son erreur de calcul. Kesha n'avait pas fui en larmes après une dispute domestique.
Elle avait exécuté un retrait stratégique après avoir collecté des preuves pendant 8 ans. Ses mains tremblaient alors qu'il se versait 3 doigts de bourbon. Dehors, le coucher de soleil de Palo Alto peignait ses murs de verre en or, mais tout ce que Marcus voyait, c'étaient des ombres qui ressemblaient au bleu de sa femme. Le premier courriel anonyme arriva à 3 heures du matin, avec des images vidéo qu'il pensait que personne ne verrait jamais et un message. Premier jour de ton éducation. Avez-vous déjà réalisé trop tard que vous aviez sous-estimé quelqu'un? Laissez un emoji feu si vous avez vu le karma rattraper quelqu'un. Son empire bâti sur le contrôle s'effondrait alors que quelqu'un tirait des ficelles qu'il ignorait même exister. Marcus fixait son écran d'ordinateur alors que sa fortune s'évaporait en temps réel. Les chiffres qui représentaient autrefois le pouvoir clignotaient maintenant en rouge comme des signaux d'alarme sur un navire en train de couler. Le Golden Boy de la Silicon Valley regardait son reflet se fracturer dans les fenêtres de son bureau d'angle alors que les journalistes s'amassaient comme des vautours à l'extérieur. Monsieur Wellington, la voix de Jennifer craqua à travers l'interphone. Le conseil veut une réunion d'urgence maintenant. 3 jours après la disparition de Kesha, et son monde s'effondrait plus vite qu'un château de cartes dans un tremblement de terre. Quelqu'un vidait systématiquement ses comptes professionnels, transférant des fonds vers des sociétés écrans qui disparaissaient dès que les autorités tentaient de les retracer. Mais l'argent n'était que le début. Monsieur, il y a plus. Jennifer apparut dans l'embrasure de la porte, tablette en main, et la terreur dans les yeux. Chaque membre du conseil a reçu un courriel ce matin, des fichiers vidéo. Je ne peux plus rester ici. Elle posa sa lettre de démission sur son bureau et recula vers la porte comme s'il portait une maladie contagieuse. Jennifer, attends. Il s'avança vers elle avec le désespoir qui rend les hommes puissants pathétiques. Peu importe ce que tu penses avoir vu, je peux l'expliquer. Non. Sa voix portait un dégoût qui coupait plus profondément qu'une lame. Juste non. La porte claqua derrière elle, laissant Marcus seul avec le poids de son empire en ruine. Il ouvrit le courriel qui avait détruit 8 ans de réputation soigneusement construite en une seule matinée. La vidéo était limpide. Des images en haute définition de lui frappant Kesha dans leur cuisine. Un son qui capturait ses menaces de détruire sa famille. Des horodatages prouvant un schéma d'abus qui couvrait tout leur mariage. Au bas du courriel, un message simple. Un homme qui terrorise sa femme ne mérite pas de diriger une entreprise qui prétend valoriser la dignité humaine. Son téléphone sonna. Les membres du conseil, les investisseurs, les partenaires commerciaux, tous exigeaient des explications qu'ils ne pouvaient donner sans admettre des crimes qu'ils s'étaient convaincus d'être une simple discipline domestique. Marcus, c'est quoi ce bordel? La voix de Robert Chen portait une fureur réservée aux amis qui découvrent qu'ils ont abrité des monstres. 8 ans, Marcus. 8 ans. J'ai garanti ton caractère. C'est compliqué, Robert. Compliqué? Tu bats ta femme. Il n'y a rien de compliqué à être une ordure qui frappe les femmes. La ligne devint muette. À midi, l'action de Welltech Industries avait chuté de 40%. À 14 heures, les principaux clients mettaient fin à leur contrat. À 16 heures, Marcus Wellington était au chômage pour la première fois depuis l'université. Mais celui qui le détruisait n'avait pas fini. Le colis arriva à 18 heures, livré par un coursier qui disparut avant que Marcus ne puisse l'interroger. À l'intérieur, la robe de créateur ensanglantée de Kesha, de la nuit où il avait failli la tuer, encore raide du sang séché, preuve de sa brutalité. La note attachée fit trembler ses mains comme des feuilles dans un ouragan. Tu voulais me posséder. Maintenant, tu paieras pour chaque bleu. Marcus lâcha la robe comme si elle était faite d'acide. Le tissu heurta le sol de marbre avec un bruit qui résonna dans son manoir vide. Chaque fil témoignait de la violence qu'il avait infligée et de la justice qui venait pour lui. Son téléphone vibra avec des alertes d'actualité. Les blogs technologiques reprenaient l'histoire. Les réseaux sociaux explosaient avec des appels à son arrestation. Quelqu'un avait divulgué non seulement les vidéos, mais aussi des dossiers financiers montrant comment il avait utilisé les ressources de l'entreprise pour surveiller chaque mouvement de Kesha, pour l'isoler des systèmes de soutien potentiels. Le PDG de Wellington Tech sous enquête pour violences domestiques et fraude d'entreprise, titrait TechCrunch. L'homme qui avait bâti son empire en contrôlant chaque variable était devenu une variable dans l'équation de quelqu'un d'autre.
Et celui qui tirait les ficelles était 10 coups d'avance sur ses meilleures contre-attaques. Alors que la nuit tombait sur Palo Alto, Marcus était assis dans son manoir assombri, entouré des ruines de tout ce qu'il avait construit. Dehors, des manifestants s'étaient rassemblés dans sa rue, leurs chants traversant les fenêtres par balles. Plus de silence, plus de violence. Son reflet dans les fenêtres noires ressemblait à un étranger, les yeux creux, brisés, effrayés. Pour la première fois de sa vie adulte, Marcus Wellington n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. La sonnette retentit à minuit. Qu'est-ce qui est plus satisfaisant? Une vengeance instantanée ou regarder le monde de quelqu'un s'effondrer lentement? Dites-moi ce que vous préférez. Quand Marcus ouvrit le colis contenant sa robe de créateur ensanglantée, la note à l'intérieur fit trembler ses mains. Tu voulais me posséder. Maintenant, tu paieras pour chaque bleu. Elle était partout et nulle part. Dans ses comptes bancaires, ses affaires professionnelles, ses cauchemars, mais jamais là où il pouvait la trouver. Le bureau du détective privé sentait le café et le cynisme. Des dossiers manilles empilés comme des pierres tombales pour la réputation mourante de Marcus. Frank Morrison avait le genre de visage buriné qui vient de 20 ans à exposer les secrets les plus laids des gens. Mais même lui semblait mal à l'aise alors que Marcus faisait les 100 pas dans son bureau exigu comme un animal en cage. Elle a juste disparu, insista Marcus pour la 3e fois. Les gens ne disparaissent pas sans laisser de traces. Pas en 2023. Pas avec toute la technologie dont nous disposons. Frank alluma une autre cigarette, ignorant le panneau d'interdiction de fumer sur son propre mur. Votre femme était intelligente, monsieur Wellington. Plus intelligente que vous ne le pensiez. Apparemment, elle a planifié cela pendant des mois, peut-être des années. C'est impossible. Kesha ne pouvait pas organiser une liste de courses sans mon aide. Le rire du détective n'avait rien d'amusant. C'est ce que disent tous les maris violents juste avant que leur femme ne les ruine. Vous voulez savoir ce que j'ai trouvé? Votre femme avait une vie complètement séparée dont vous ne saviez rien. Frank étala des photos sur son bureau comme des cartes de tarot prédisant le malheur. Des images de Kesha rencontrant des avocats, visitant des refuges pour femmes, assistant à des réunions de groupes de soutien à Auckland. Tout cela pendant que Marcus pensait qu'elle faisait du shopping ou se faisait faire les ongles. Un réseau clandestin, continua Frank, la fumée s'enroulant autour de ses mots. Des femmes aidant d'autres femmes à disparaître quand le système les abandonne. Votre femme n'en faisait pas seulement partie. Elle était l'une de leurs principales coordinatrices. Marcus sentit la réalité vaciller sous ses pieds. Vous mentez. Les relevés bancaires ne mentent pas. Les relevés téléphoniques ne mentent pas. Les images de surveillance de 12 endroits différents montrent votre femme vivant une double vie pendant que vous pensiez l'avoir sous votre contrôle. Les photos montraient une Kesha qu'il ne reconnaissait pas. Confiante, animée, riant avec d'autres femmes qui partageaient des histoires de survie. Dans chaque image, elle semblait plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été dans leur manoir. Elle documentait tout, dit Frank, tapant la cendre dans une tasse à café vide. Chaque bleu, chaque menace, chaque fois que vous perdiez le contrôle, construisant un dossier juridique qui ferait pleurer de joie un procureur. Si elle était si préparée, pourquoi disparaître? Pourquoi ne pas simplement partir? L'expression de Frank se durcit. Parce que les femmes comme votre femme savent que partir est le moment le plus dangereux. C'est là que des hommes comme vous deviennent vraiment créatifs avec la violence. L'obsession de Marcus à la retrouver était devenue perversement intime, consumant ses pensées avec la même intensité qu'il avait autrefois utilisée pour contrôler son corps. Il rêvait de son évasion, se réveillait en cherchant un espace vide, passait des heures à étudier les images de surveillance des parkings et des aéroports, cherchant un aperçu de la femme qu'il avait surpassée. Il y a autre chose, dit Frank, glissant une dernière photo sur le bureau. Celle-ci a été prise il y a 3 jours à Houston. Le monde de Marcus s'arrêta. L'image montrait Kesha, vivante et riant dans un café. Mais elle n'était pas seule. En face d'elle se trouvait une femme qui lui ressemblait exactement. Même visage, même cheveux, même sourire qu'il avait passé 8 ans à essayer d'écraser. Sa sœur jumelle, expliqua Frank inutilement. Kendra Wellington. Enfin, Kendra Morrison maintenant, puisqu'elle a gardé son nom de jeune fille après son mariage. Avocate à succès spécialisée dans les cas de violence domestique, vit à Houston, n'a jamais été mariée avec vous.
et selon tous les dossiers que j'ai trouvés, elle était en contact avec votre femme depuis des années. La photo tremblait dans les mains de Marcus. Deux femmes qui partageaient non seulement l'ADN, mais ce qui semblait être un plan soigneusement orchestré pour sa destruction. Laquelle est laquelle? Murmura-t-il. C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Ça pourrait être l'une, ça pourrait être les deux. Elles pourraient se relayer. Bon sang, pour ce qu'on en sait, la femme que vous avez épousée était Kendra depuis le début. Marcus fixa les visages identiques, riant d'une blague privée, et comprit avec une clarté cristalline qu'il n'avait jamais vraiment connu sa femme. Chaque conversation, chaque moment intime, chaque fois qu'elle s'était soumise à son contrôle, tout cela avait été une performance par une femme qui était toujours 3 coups d'avance sur ses impulsions les plus cruelles. « J'ai besoin d'une adresse », dit-il, la voix creuse de défaite. Frank écrasa sa cigarette et se pencha en arrière dans son fauteuil. « Je vous ai déjà donné plus que je n'aurais dû. Mon conseil ? Trouvez un bon avocat et commencez à pratiquer vos excuses, car celui qui tire vos ficelles n'a pas fini de jouer. » En quittant le bureau du détective, son téléphone vibra avec un autre message anonyme. « Tu apprécies le spectacle ? L'acte 2 commence demain. » La rue dehors semblait différente, comme si chaque ombre pouvait cacher la femme qui avait passé des années à prétendre l'aimer tout en planifiant sa destruction. Ou les femmes, au pluriel. Il pensait chasser une femme au foyer désespéré. Au lieu de cela, il était tombé dans une toile tissée par 2 femmes brillantes qui comprenaient quelque chose qu'il n'avait jamais saisi. La différence entre être contrôlé et être patient. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un que vous pensiez connaître avait une vie secrète? Comment cela vous a-t-il fait sentir? Le détective glissa une photo sur le bureau qui arrêta le monde de Marcus. Keisha, vivante et riant, avec une femme qui lui ressemblait exactement. La femme qu'il pensait avoir épousée était morte depuis 3 jours, mais d'une manière ou d'une autre, elle continuait à détruire sa vie. L'employé de la morgue tira le drap avec l'indifférence pratiquée de quelqu'un qui avait effectué ce rituel 10 000 fois auparavant, mais la réaction de Marcus Wellington était tout sauf routinière. L'homme qui avait bâti sa fortune en lisant les gens, en anticipant chaque angle, resta figé alors que son monde se retournait. C'était le visage de Keisha sur la table métallique, sa peau sombre, ses lèvres pleines, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche d'un accident d'enfance. Mais quelque chose clochait, comme regarder une photo subtilement altérée. Elle a été trouvée dans une chambre d'hôtel à Houston il y a 3 jours, expliqua le détective Rodriguez, sa voix portant le poids de quelqu'un qui avait délivré trop de mauvaises nouvelles. Apparente overdose. Le médecin légiste dit qu'elle était morte depuis des heures avant que le ménage ne la trouve. Marcus ne pouvait pas parler. Sa femme, sa véritable épouse légale, gisait morte sur une dalle pendant que quelqu'un qui lui ressemblait exactement détruisait systématiquement sa vie à 1200 miles de là. L'éclairage cru de la morgue rendait tout de la couleur de la mort, y compris le visage de Marcus alors qu'il fixait le corps sans vie de sa femme. Ses mains, croisées sur sa poitrine, ne portaient aucune alliance. Même dans la mort, elle avait réussi un dernier acte de défi. Monsieur Wellington, la voix du détective semblait venir de sous l'eau. Avez-vous besoin d'un moment? Depuis combien de temps savez-vous qu'elle était morte? Murmura Marcus. Nous essayons de vous joindre depuis 2 jours. Votre assistante a dit que vous étiez injoignable. 2 jours. Pendant qu'il chassait des fantômes et engageait des détectives, Keisha était restée dans cette pièce stérile, son corps refroidissant pendant que sa vengeance chauffait. La femme qui apparaissait dans ces images de surveillance, qui retirait son argent et envoyait ses messages moqueurs. Ce n'était pas du tout sa femme. Il y a autre chose, continua Rodriguez. La chambre d'hôtel était enregistrée sous le nom de Kendra Morrison, mais les empreintes digitales et les dossiers dentaires confirment que c'est bien Keisha Wellington, votre femme. Les pièces s'assemblèrent avec une clarté horrible. Kendra avait utilisé sa propre identité pour créer une piste pendant que sa sœur jumelle, sa véritable épouse, était déjà hors de sa portée. L'alibi parfait enveloppé dans une vengeance parfaite. Marcus se força à regarder le visage de Keisha une dernière fois. Même dans la mort, elle semblait paisible d'une manière qu'elle n'avait jamais affichée pendant leur mariage. Libérée de la peur qui avait assombri chacune de ses expressions, libérée de l'anticipation de la violence qui la faisait tressaillir à son contact. « Comment est-elle morte » demanda-t-il, bien qu'il ne soit pas sûr de vouloir la réponse.
Combinaison de pilules et d'alcool. Ça aurait pu être accidentel. Ça aurait pu être intentionnel. Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude. Rodriguez marqua une pause. Bien que, vu ce que nous avons appris sur votre mariage, je penche pour intentionnel. Les mots frappèrent comme des coups physiques. Sa femme avait choisi la mort plutôt que de continuer à vivre dans le monde qu'il avait créé pour elle. Et d'une manière ou d'une autre, sa sœur jumelle avait transformé cet acte ultime de désespoir en le premier coup d'une partie d'échecs que Marcus était déjà en train de perdre. Monsieur Wellington, je dois vous informer que vous êtes une personne d'intérêt dans la mort de Madame Wellington. La chronologie de son décès coïncide avec de graves accusations portées à notre attention. Marcus entendit à peine les mots du détective. Son esprit repassait 8 ans de mariage, cherchant des indices qu'il avait manqués. Y avait-il eu des moments où il avait réellement parlé à Kendra au lieu de Kesha? La femme qui lui servait le café et endurait ses rages avait-elle toujours comploté sa destruction? Les souvenirs troublants affluaient. Les yeux de Kesha lors de leur dernière rencontre violente, pas remplis de la peur habituelle, mais de quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Ces derniers mots murmurés dans cet appareil d'enregistrement caché prenaient maintenant un sens terrible. Elle n'avait pas appelé à l'aide. Parce que Kesha est morte en croyant qu'elle était impuissante, et j'ai besoin que le monde sache qu'elle était tout sauf ça. Le reflet de Kendra dans la fenêtre ressemblait à celui de sa sœur, mais avec quelque chose que Kesha n'avait jamais été autorisée à montrer. Une fureur légitime. Et parce que je veux que tu passes chaque jour en prison à te souvenir de ce que ça fait d'être complètement impuissant. L'appel se termina avec les sanglots brisés de Marcus, et Kendra ressentit le premier moment de paix depuis qu'elle avait identifié le corps de sa sœur dans cette morgue de Houston. Est-il plus puissant de riposter immédiatement ou de planifier la chute parfaite? Partagez votre stratégie. Quand Marcus réalisa que la femme dans ses images de surveillance n'était pas Kesha, mais sa jumelle, il comprit quelque chose de terrifiant. Il jouait aux échecs avec quelqu'un qui planifiait cette partie depuis des années. Chaque porte qu'il avait utilisée pour échapper aux conséquences se refermait, et la femme qui tenait les clés ressemblait exactement à sa victime. Le raid du FBI transforma le manoir immaculé de Marcus en une scène de crime. Les agents traitaient ces sols de marbre comme des preuves de la violence qu'ils avaient cachée. 27 agents envahirent sa maison à 6 heures du matin, leurs bottes traînant de la boue sur des surfaces qui reflétaient autrefois son succès et révélaient maintenant seulement sa honte. Marcus Wellington, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre une fraude, terrorisme domestique, et violation des lois fédérales sur le harcèlement. La voix de l'agent Sarah Chen portait la satisfaction de quelqu'un qui construisait ce dossier depuis des mois. Vous avez le droit de garder le silence. Marcus entendit à peine les droits Miranda au-dessus du bruit de son monde qui s'effondrait. Les menottes cliquèrent autour de poignets qui avaient autrefois commandé des salles de conseil et tremblaient maintenant face à la réalité d'une impuissance complète. À travers ses fenêtres panoramiques, il pouvait voir des camionnettes de presse alignées dans sa rue comme des vautours à un festin. Les boîtes de preuves racontaient l'histoire de sa destruction. 8 ans d'appels téléphoniques enregistrés, des images de surveillance de chaque pièce de sa maison, des dossiers financiers montrant un harcèlement systématique financé par des comptes d'entreprise. Chaque document représentait une autre année de documentation silencieuse de sa femme, une autre couche du piège qu'il n'avait jamais vu se construire autour de lui. C'est du harcèlement, protesta-t-il faiblement alors que les agents photographiaient des taches de sang sur le tapis de sa chambre. Ma femme est morte. Tout cela est circonstanciel. La sœur jumelle de votre femme a fourni un dossier plutôt convaincant, répondit Chen, sans lever les yeux de l'inventaire des preuves. Étonnant comme les preuves s'accumulent quand quelqu'un documente 8 ans d'abus. Dans son bureau, les agents mettaient en boîte ses ordinateurs, téléphones et tablettes. Des appareils contenant des années de recherche sur comment surveiller votre femme et moyens légaux de contrôler les mouvements de votre conjoint. Des miettes numériques d'un homme qui avait confondu possession et mariage, surveillance et amour. Les photos sur les murs semblaient différentes maintenant, comme des pièces à conviction plutôt que des souvenirs. Marcus et Kesha lors de galas de charité, son sourire crispé et pratiqué tandis que sa main serrait sa taille de manière possessive. Des images qui représentaient autrefois leur succès révélaient maintenant la performance soigneusement entretenue qu'elle avait maintenue tout en construisant son dossier contre lui. Monsieur, nous avons trouvé quelque chose dans le coffre-fort de la chambre. Un agent plus jeune brandit une enveloppe manie que Marcus avait oubliée.
À l'intérieur, des photos des bleus de Keisha arrangées chronologiquement, des dossiers médicaux d'urgence qu'elle avait prétendus accidentels, et des notes manuscrites de sa propre écriture détaillant les corrections comportementales qu'il avait prévu d'implémenter. Son visage devint blanc alors qu'il se souvenait d'avoir documenté ses abus comme une étude de cas, traitant la souffrance de sa femme comme des points de données dans son projet de recherche personnelle sur la domination et le contrôle. « Mon Dieu, Marcus, dit l'agent Chen, étudiant les photos. Vous gardiez des trophées. » Le mot le frappa comme un coup physique. Il s'était convaincu que la documentation était pour leur protection, des preuves que sa discipline était mesurée et appropriée. Maintenant, à travers le prisme d'une enquête fédérale, cela ressemblait exactement à ce que c'était.